Voilà, je vais... Non, mais vous êtes tous des cas particuliers, de toute façon. L'idée, c'est vraiment de nous entourer de cas particuliers. Encore une fois, c'est non exhaustif. Hein, on vous a pris, parce que vous avez tous des parcours différents. Et donc, on va vous demander de présenter votre exploitation, votre activité, et puis vous vous concentrez aussi par rapport à la thématique de vente directe du circuit court. Donc, Henri Lavaux, éleveur à Saint-Méard. Bonsoir. Donc oui, Henri Lavaux, éleveur à Saint-Méard. Donc je suis éleveur de vaches limousines. Et donc mon parcours a été un peu spécial puisque après le lycée et l'IUT, j'ai fait ma valise à la CTU, puis je suis rentré sur la ferme. Mes parents avaient une petite ferme, donc il n'était pas question que je m'installe avec eux. Donc j'ai essayé de trouver une autre voie pour m'en sortir en agriculture. Et à l'époque, j'ai contracté un contrat, donc j'ai contracté avec la CETA et j'ai fait une production industrielle pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, je me suis rendu compte que j'empoisonnais mes terres et que j'avais beaucoup de travail pour peu de résultats. Donc j'ai fait le pas de passer en agriculture biologique, suite à l'installation aussi de mon gendre en maraîchage bio. Et après quelques années d'agriculture biologique, j'ai pensé qu'il était dommage de ne pas valoriser ma production et de faire profiter de produits de qualité aux gens déjà de ma connaissance. Donc je me suis lancé dans la vente directe de viande bovine. Donc aujourd'hui, je vends principalement des génisses de 14 à 18 mois. Je vends en caissette de 5 kg, de la viande sous vide, prête à congeler. Je suis actuellement en autonomie alimentaire, c'est-à-dire que tout ce que les animaux mangent est produit sur l'exploitation. Je n'ai plus recours à aucun commercial, à personne. Je n'utilise plus d'engrais, donc je suis en agriculture biologique. Plus d'engrais, plus d'aliments du commerce. Je suis complètement autonome. Alors effectivement, je suis passé, j'ai une petite exploitation de 35 hectares où j'ai eu à une époque 35 vaches et 90 brebis. Aujourd'hui, pour être autonome, je n'ai plus que 22 vaches et je pense que je m'en sors mieux qu'à l'époque où j'avais 35 vaches et 90 brebis. Voilà, je ne sais pas si... Juste vous rappeler, qu'est-ce que c'est une génisse? Alors, une génisse est une femelle, comme tout le monde peut... Oui, c'est une femelle limousine, donc... je ne sais pas, Philippe... C'est une vache femelle, mais une jeune vache qui n'a pas encore, qui n'a pas produit de veau. Voilà. Mais je fais aussi abattre des vaches plus âgées qui ont produit des veaux et qu'on appelle communément en Limousin de la viande de bœuf. Voilà. La viande de bœuf, c'est pas forcément des mâles. Oui, donc parce que quand vous achetez du bœuf, c'est pas forcément un mâle. C'est souvent une vache plus âgée. Donc moi, je travaille directement avec le consommateur. J'ai un réseau d'une centaine de clients, un réseau que j'ai établi moi-même. J'ai au départ, grâce aux relations familiales, relations professionnelles, et donc j'ai un petit réseau. La BFM fait partie de ce réseau. France Télécom, Limoges, la BDP, mais voilà, et puis un réseau local sur le canton de Châteauneuf-la-Forêt. Donc contrairement à ce qui va être évoqué tout à l'heure, je ne livre pas de viande dans des magasins. J'ai commencé à livrer quelques colis dans une AMAP récemment, grâce à la connaissance des responsables de l'AMAP. Voilà, je pense que s'il y a des questions après... On va peut-être finir le tour, oui, et puis après on laissera les gens poser des questions.
Oui, bien, je vais me présenter, Jean-Pierre Pastier, je suis à Verneuil-sur-Vienne. Je suis viticulteur, alors encore une exception, hein. En Haute-Vienne, il y en a qu'un. C'est un pari qu'on a relancé en 1995 avec le père à Philippe, avec Jean, qui était à l'époque président de la Chambre d'agriculture. Et aujourd'hui, on a 5,5 hectares de vignes sur Verneuil, où on produit du vin rosé, du rouge et de la méthode traditionnelle en IGP. Voilà. Et en plus, bon, je suis au niveau de la Chambre d'agriculture responsable de la diversification et de l'agritourisme. Je vends pratiquement tout en direct, sauf ou en indirect, avec un intermédiaire, puisque je travaille avec des magasins de producteurs et de la grande distribution, mais en direct. Voilà. Julien Bertrand. Bonjour, donc Julien Bertrand, je suis installé à Saint-Just-le-Martel, sur une ferme qui fait 10 hectares, en on va dire polyculture, parce qu'en fait je suis maraîcher, je fais un peu de fruits rouges et un peu de fruitiers. Après mon mode, donc tout ça en bio, bio depuis 2011, sachant que je suis installé depuis 2008. Après mon mode de commercialisation, donc c'est vente directe en totalité, et on a un mode assez particulier puisqu'on fait on pratique en libre cueillette, qui représente à peu près 60-70% de la commercialisation, le reste étant vendu sur le marché de Panazol le dimanche matin. Sur le principe, donc vous venez, on a des jours et des horaires fixes de mai jusqu'à mi-novembre. Sur le point d'accueil, on a une liste de produits pour la journée. On vous fournit panier, couteau, sécateur. En fonction de cette liste, on remet des panneaux dans le champ, on réindique les produits, les prix, des conseils pour que la quête se passe correctement, et vous ramassez ce qu'il vous faut, en fonction de vos besoins. Voilà, c'est dans les grandes lignes mon mode de commercialisation. Je sais pas, après. Oui. Bonsoir, donc moi je m'appelle Philippe Babodou, je suis agriculteur éleveur à Saint-Genès-sur-Ozel, donc à 25 km au sud de Limoges. Je suis installé avec mon frère dans le cadre de ce qu'on appelle un GAEC. Vous savez, en agriculture, il y a beaucoup de cycles, donc un groupement agricole d'exploitation en commun. Donc c'est une société en fait particulière à l'agriculture. Donc notre ferme est composée de 2 sites, un site consacré à l'élevage de bovins limousins et de brebis pour la production de viande, et un site consacré à l'arboriculture fruitière avec un verger de pommes et de poires. La partie élevage est en agriculture dite conventionnelle, et la partie arboriculture est en partie en bio et en reconversion vers l'agriculture biologique. Donc je suis plutôt là ce soir pour représenter la coopérative agricole Saveurs Fermières, qui est une coopérative qui s'est créée en 2003 et qui s'est donné comme objectif de commercialiser à travers un point de vente collectif les produits de ses adhérents. Donc c'est une initiative qui au départ comptait une dizaine de producteurs et qui aujourd'hui compte une 50aine de producteurs adhérents, donc des sociétaires de la coopérative agricole, qui tiennent à tour de rôle le magasin Saveurs Fermières, donc les 2 magasins de Saveurs Fermières, l'un au 10 rue de la Céramique, dans le quartier du Maloubier, et l'autre rue de la Mauvandière. Alors je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail du fonctionnement tout de suite ou si on y reviendra. Donc la particularité de ces points de vente collectifs, alors j'aime plutôt dire point de vente collectif que magasin de producteurs, déjà parce qu'on n'y vend pas des producteurs, mais surtout parce que dans la notion de point de vente collectif, on insiste surtout sur la remise directe au consommateur et sur le fait que les produits qui sont dans ce magasin sont tous issus des fermes des producteurs et sont vendus par les producteurs eux-mêmes.
contrairement à des situations où on peut avoir des magasins dits de producteurs où seuls quelques producteurs vendent, où finalement ce sont des produits qui viennent en direct de producteurs, mais qui ne sont pas vendus par les producteurs eux-mêmes. Dans notre cas, ce sont bien les producteurs qui vendent des produits dans le magasin, alors avec l'aide de salariés, en particulier de salariés qui s'occupent de la boucherie, puisqu'on a un gros rayon boucherie traditionnelle dans notre magasin. Ce qui s'explique, l'origine de ce magasin, c'est la crise de la vache folle dans les années 2000. Donc, crise de la vache folle dans les années 2000, c'est un moment assez particulier pour les éleveurs limousins qui sont d'abord victimes d'un arrêt de consommation brutale de la viande, alors qu'ils n'utilisent pas de farine animale. Et donc, c'est une période assez particulière et qui a, pour faire rapide, débouché sur pas mal de réunions, de contacts entre les éleveurs, avec les consommateurs, pas mal de discussions et une prise de conscience de la nécessité de recréer un lien entre les producteurs et les consommateurs, d'où le regroupement d'une dizaine d'agriculteurs à cette époque-là pour développer un point de vente collectif sur Limoges, 10 ans après nos prédécesseurs de la petite ferme. J'aime quand même les citer, puisque c'est quand même eux qui ont été les précurseurs de la démarche dans notre département. Et encore bien après, les vrais pionniers de la démarche de vente directe, qui sont les agriculteurs de Rhône-Alpes, avec Magasin comme Uniferme, qui ont vraiment été les premiers producteurs à se rassembler pour avoir des points de vente collectifs. Voilà, donc nous, notre façon de fonctionner, c'est très simple. Ce sont uniquement des produits de la région, des produits de saison et des produits de qualité qui proviennent exclusivement des fermes, des adhérents de notre coopérative. Ça, c'est le principe général, le principe de base. Et puis le fonctionnement, c'est la commercialisation qui est assurée directement par les producteurs qui sont présents physiquement à tour de rôle dans le magasin. Voilà. Merci. Alors, comme c'est une soirée pour les consommateurs, on va vous laisser la parole. Si vous avez des questions à poser, ça commence. Alors, monsieur, je vais faire circuler. Bonjour. Oui, je voudrais poser une question. Comme on est en plein dans les municipales et qu'on est à Limoges, et comme je connais assez bien les agriculteurs bio, quand on dit local, ça me fait un peu rigoler. Parce que vous, de Saint-Just, vous n'êtes pas très loin. Mais il y en a d'autres, c'est pas pareil. Et qu'est-ce qu'on attend à Limoges pour installer dans la zone périphérique de la ville des maraîchers? Voilà ma question. Elle est très bonne, votre question. On y a réfléchi, on y a travaillé. Aujourd'hui, il y a sur la commune de Verneuil 25 hectares qui sont à la disposition en location pour installer des maraîchers. Alors on attend les candidats et c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on nous a dit, voilà ce que vous nous dites aujourd'hui, pendant très longtemps, les gens qui veulent s'installer en maraîchage, ils ne trouvent pas de foncier, c'est ci, c'est là, alors que les collectivités étaient prêtes à partir et c'est des particuliers, des privés, qui ont décidé d'acheter du foncier pour le mettre à disposition de jeunes qui s'installent en maraîchage. Voilà. Alors c'est fait, on attend les candidats. Une question. C'est pour rebondir, une petite question justement par rapport aux AMAP et tout ça. C'est vrai qu'il y en a très peu dans le Limousin, il y en a 3 en fait, je crois, enfin pour les AMAP. Et au niveau de, vous parliez d'élections, enfin des périodes électorales, c'est peut-être le moment de poser une question. Pourquoi justement les politiques de n'importe quel bord ne s'intéressent pas tellement justement dans la périphérie de Limoges et des autres agglomérations de France à développer ce type d'agriculture et de distribution directe, alors qu'on voit notamment pour venir à Limoges, autour de Limoges, le nombre de supermarchés et de trucs, c'est affolant qui se développent depuis. Moi, je suis arrivé à Limoges en
90. Voilà, donc ça interpelle les politiques, quels qu'ils soient. Voilà. C'est un consommateur qui parle. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas de représentant de... Non, voilà, mais l'agglo de Limoges est prête à nous aider dans la démarche, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour installer ces gens-là. Si les privés n'étaient pas intervenus pour acheter le foncier, l'agglo de Limoges était prêt à le faire. Voilà. Ah oui, mais ça c'est pas notre problème de l'agriculture aujourd'hui dont on débat là. Voilà, il y a peut-être des responsables politiques qui sont capables de répondre à votre question. Je ne vais pas apporter une réponse à la question, mais c'est vrai que ça résulte un peu d'un comportement un peu paradoxal, voire schizophrénique des décideurs politiques qui veulent à la fois inciter la production locale, ou en tout cas qui affichent des objectifs, comme ça vient d'être dit, d'installer des maraîchers dans une zone verte, etc. Après, finalement, parce qu'ils en arrivent à se rendre compte que la ceinture maraîchère, la fameuse ceinture verte qui se trouve autour des villes, a disparu, mais elle a disparu pas par hasard, elle a disparu parce qu'on a développé la ville, parce qu'il y a eu des politiques qui ont fait que le foncier a eu une destination qui n'était pas une destination agricole. Donc, moi, je ne veux pas parler à la place des politiques, hein, mais il y a effectivement il court derrière plusieurs lièvres à la fois. Et aujourd'hui, évidemment, il y a quand même une prise de conscience un peu globale sur la nécessité de recentrer un peu l'origine de l'alimentation. Il y a une demande de la consommation des consommateurs, sachant que ces consommateurs aussi, que vous êtes et que nous sommes, on a des comportements aussi pas toujours très cohérents. Donc, je crois qu'il faut que tout le monde balaye devant sa porte, c'est peut-être pas l'expression appropriée, mais se rendre compte que finalement, on a tous la solution, c'est nous qui avons la solution dans notre acte de consommation quotidien. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Les gens qui viennent par exemple dans nos magasins à saveur fermière, on se doute bien on n'a pas l'exclusivité de leurs courses, de leurs achats. Par contre, on sait qu'il y en a un certain nombre qui vont privilégier par exemple l'achat de légumes dans nos magasins, d'autres ça sera les achats de viande, d'autres c'est 100% saveur fermière, etc., ou d'autres magasins. Mais chacun a un peu la solution dans sa poche, quoi. Voilà. Plus que les politiques, finalement. Oui, bonsoir. Alors, je vais demander la parole avant que le débat parte sur les municipales. De toute façon, dans 15 jours, je ne suis plus élu, donc moi, je suis très tranquille à ce niveau-là. Ce que je voudrais dire, je voudrais juste attirer votre attention donc, sur le programme de la liste sur laquelle je suis encore en dernière place et les membres qui y sont. Les questions que vous posez il y a des éléments de réponse, mais j'attire aussi votre attention sur ce qu'a dit M. Pastier, c'est que c'est bien beau d'avoir des projets, encore faut-il avoir des gens qui veuillent bien les porter. Parce que créer du foncier autour de la ville, c'est très bien, mais si personne ne vient l'exploiter, il n'y aura rien à acheter. Écoutez, on va voir. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, écoutez, moi aussi, d'une certaine manière, j'ai toujours déploré, on va dire, le mitage des campagnes autour des villes, et je suis plutôt pour, on va dire, une densification. Mais les gens qui vivent à Fétia, qui vivent à Condat, qui vivent à Île, c'est pas les politiques qui les y ont mis. C'est eux qui ont choisi de vivre là parce qu'ils pensent y trouver une qualité de vie meilleure à celle qu'ils trouveraient en centre-ville. Donc je ferme la parenthèse. Et en fait, j'avais une question, ou plutôt un souhait, puisque... Oui, vous pouvez garder le micro, parce que je regarde le viticulteur, c'est passé. Bon, vous avez été un tout petit peu. J'étais un peu frustré par rapport à ce que vous avez dit sur le rosé de Verneuil, quoi, parce que vous avez toute une démarche d'implication
des consommateurs avec la vendange en commun, la vente de pieds, des fêtes, des activités. Et j'aurais souhaité, si c'est possible, que vous preniez 2-3 minutes pour parler de ça, quoi. Oui, alors ben c'est vrai, moi je me suis présenté rapidement, mais bon, c'est les questions qui vont faire qu'il va falloir que je réponde. Donc au départ, on a voulu, quand on a recréé ce petit vignoble avec le père de Philippe, là, on a décidé d'avoir un côté économique, une SCEA, une société civile d'exploitation agricole, dont je suis le gérant, qui gère le vignoble et qui aujourd'hui vinifie sur place et fait toute la commercialisation. Et à côté de ça, on a voulu qu'il y ait un côté festif, un côté faire participer les habitants de Verneuil et de toute la Haute-Vienne, même du Limousin. Et on a créé une association qui s'appelle les Amis du Rosé de Verneuil. Et tous ces gens-là ont acheté un cep de vigne fictif. À l'époque, c'était 500 francs. Aujourd'hui, c'est 70 €. Et ces gens-là, ils sont propriétaires de ce cep à vie. Et ils peuvent même le transmettre à leurs enfants. Si les adresses suivent, on fait suivre. Et ils sont bénéficiaires tous les ans où il y a une récolte d'une bouteille de vin de la production de l'année. Voilà, et à côté de ça, alors on crée, c'est eux qui venaient en majorité faire la vendange. Un samedi matin, tout le monde arrivait avec son panier, son sécateur, on fait la vendange, on vinifie, et on fait casse-croûte à 10 h au bout du rang et repas à midi. Et la semaine prochaine, il y a la dégustation, une autre partie, la dégustation de la récolte de l'année dernière avec distribution des bouteilles. On fait plein d'animations autour de ça. Mais c'est vrai, c'est très intéressant. Et pour l'agriculteur, parce qu'il rencontre plein de gens qu'il n'aurait pas vus autrement s'il avait travaillé avec des intermédiaires. Et puis, eh bien, les gens, ils sont très heureux de venir vendanger. Et ils connaissent le produit, ils voient comment il est fabriqué. Et on peut discuter avec eux de ce qu'on fait, pourquoi il est comme ça, pourquoi il a tel défaut. Voilà. Voilà un peu la démarche qui avait lieu à l'époque. Oui, bonjour. J'interviens, excusez-moi, plus sur le démarrage du débat que sur la question qui vient d'être posée et votre réponse intéressante. Je crois que M. Babodou, vous avez dit une chose intéressante. Les consommateurs sont responsables, mais je ne suis pas totalement d'accord de dire qu'ils sont plus responsables que les politiques. Je crois que les consommateurs ne sont pas que des consommateurs, ils sont des citoyens. Et donc, de toute façon, les politiques que nous choisissons feront effectivement, du moins on peut l'espérer, ce que les consommateurs citoyens leur demanderont de faire. Par rapport au problème de ceinture verte, comme dit monsieur avant moi, effectivement, les gens sont contents d'habiter à Fétia et autour de Limoges. Cela dit, il y a aussi une responsabilité des politiques locaux à réserver des terres agricoles. Ensuite, la question a été évoquée à Verneuil. Il y a des terres, mais qui va y venir? Et je voudrais relier ça à une réflexion que je me faisais en regardant la présentation que vous nous avez faite, monsieur, en démarrant, qui est fort intéressante, dont je connaissais certains éléments, puisqu'il se trouve qu'en plus de travailler ici à la bibliothèque, où certains m'ont vu, je suis aussi élue au conseil régional depuis 2 ans et demi. Et j'ai découvert effectivement, en arrivant à la commission agricole, bien que ça ne soit pas du tout mon domaine, qu'effectivement en Limousin, à la différence d'autres régions, la production locale, consommée locale, était en dessous de la moyenne nationale. Moi qui arrivais de la région parisienne, j'en étais fort étonnée. Si vous vous souvenez tous de la carte qui nous a été présentée, la région Rhône-Alpes, et je pense que c'est la Drôme en particulier, la couleur était beaucoup plus foncée que celle du Limousin. Donc, oui, voilà, c'était là, voilà. Je sais aussi que les politiques, là, ont une responsabilité parce que installer en particulier des maraîchers, même si la consommation se développe, même si les paniers paysans et les boutiques paysannes se développent, il faut aussi que les maraîchers soient sûrs d'écouler leurs marchandises, aussi bien que les autres producteurs, mais ce n'est pas forcément simple. Et l'Allier, la Drôme et d'autres régions ont mis en place des systèmes de plateformes, alors je ne rentre pas dans le détail technico-juridico-administratif, mais qui garantit
par la consommation en restaurant scolaire en particulier et en collectivité, maison de retraite, hôpital, etc., qui leur garantit effectivement de pouvoir écouler leurs marchandises, ce qui leur garantit donc un revenu. Ensuite, ça a un autre effet positif, c'est l'effet éducation sur les enfants qui seront les consommateurs citoyens de demain, parce que ça les réhabitue aussi à manger local, parce qu'il y a juste une petite question, surtout sur le maraîchage, on n'en a pas tellement parlé. La viande de bœuf ou de génisse, effectivement, on en mange. Dans la restauration scolaire, les légumes qui sont présentés aux enfants ne correspondent pas forcément à la production des légumes du Limousin de saison. Donc il y a un énorme travail d'éducation à faire auprès des enfants et auprès du personnel qui prépare cette nourriture. Et donc là, effectivement, les politiques ont certainement une grosse responsabilité. À nous, citoyens, de le demander à nos élus locaux de mettre en place dans les écoles. C'est plus facile dans les écoles primaires, c'est plus compliqué dans les collèges et des lycées. Mais je crois que là, il y a quand même une grosse responsabilité des politiques, de façon à ce que les producteurs puissent avoir la garantie d'écouler leurs marchandises. Il y a aussi, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a aussi tout un tas de systèmes d'aide qui pourraient être beaucoup plus développés pour l'installation, parce que s'installer ou se reconvertir en bio, ça prend 5 ans. Je crois que les aides au niveau des agriculteurs sont largement inférieures en termes de c'est un emploi aussi, hein, par rapport aux aides qui sont données, par exemple, par une région à d'autres types d'emplois. Donc je crois qu'on a quand même une responsabilité, et les politiques et les citoyens là-dessus. Quelqu'un veut réagir Moi, je veux bien réagir sur la partie en Limousin. Finalement, il y a peu de ventes directes par rapport... Enfin, plus exactement, on mange moins local qu'ailleurs. Je pense que ça a été dit d'ailleurs, ça tient à la structure de l'agriculture limousine, qui est une agriculture très spécialisée en élevage. Et on ne peut pas imaginer manger toute la viande qui est produite en Limousin. Donc effectivement, il y a des régions qui ont une agriculture beaucoup plus diversifiée. Et qui évidemment permettent d'avoir une offre plus complète. Donc ça, c'est le premier point. Donc effectivement, on mange moins local qu'ailleurs. Et l'élevage a eu un poids extrêmement important, en particulier dans notre département, peut-être plus que la Corrèze a encore une agriculture qui est un peu plus diversifiée que la nôtre. Et c'est d'ailleurs pas par hasard qu'on voit qu'il y a en Corrèze beaucoup plus de vente directe. Après, sur la partie consommer local dans les écoles, c'est pas aussi simple que ça, et je pense que vous le savez, parce que si les enfants des écoles du Limousin ne devaient consommer que des légumes produits en Limousin, par exemple, ils ne mangeraient pas de tomates, parce que quand les tomates sont mûres en Limousin, les élèves sont en vacances, c'est-à-dire à partir du mois de juillet jusqu'à septembre. Voilà. Donc, et on ne peut pas demander à des maraîchers de ne produire que des légumes pendant les périodes scolaires. Donc effectivement, c'est un problème important, mais pas très facile à régler. Je pense qu'il faut c'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'y atteler, évidemment, mais c'est pas un problème très très simple, quoi. Cette histoire de faire coller et de travailler avec les collectivités locales, surtout qu'il y a des problématiques de marché public, dans lesquelles aujourd'hui on ne peut toujours pas mettre en place, oui, ça commence à évoluer, mais on ne peut toujours pas mettre réellement en place des critères de proximité, enfin de proximité. Donc effectivement, là, on est bien dans la problématique. Enfin, oui, il y a une évolution législative qui est nécessaire, et ça, c'est du domaine des politiques. Ça, c'était le point sur lequel je voulais intervenir. Le troisième point, par rapport aux maraîchers et au fait de les installer, ça ne se décrète pas d'installer des gens en agriculture. On ne peut pas dire, voilà, on peut effectivement fournir des outils, mais c'est aussi trouver des candidats. Et trouver des candidats, c'est des gens qui vont trouver des financements, qui auront une formation. Et en particulier en maraîchage, c'est des productions qui sont extrêmement compliquées. En particulier le maraîchage biologique, enfin en agriculture biologique. Et je crois qu'on a fait longtemps miroiter à beaucoup enfin un certain public en tout cas, sans rentrer dans les détails, que la solution du maraîchage biologique était une solution de retour à la terre
qui était vraiment la panacée universelle. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Et on a un taux d'échec excessivement important sur ce genre d'installation. Donc voilà. Enfin, je dis les choses. Je sais pas. Enfin, oui, je pense telles qu'elles sont. Mais en tout cas, c'est pas forcément agréable de le dire. Mais il y a beaucoup trop d'échecs aujourd'hui en termes d'installation en maraîchage dans nos départements. Voilà. Peut-être qu'on peut entendre Julien à ce sujet. Comme vous voulez. Bon, moi, je suis installé depuis 2008, donc ça fait 7 ans. Après, c'est vrai qu'en maraîchage bio, c'est extrêmement contraignant. En ce moment, c'est surtout le facteur. La plus grosse contrainte, c'est le facteur climatique. On est extrêmement tributaire du temps, l'excès d'eau, les sécheresses, le vent. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est compliqué. Après. En bio, nous, on n'a donc pas le droit aux produits chimiques de synthèse. C'est du désherbage manuel ou mécanique si voilà, on a l'outillage nécessaire. C'est voilà, c'est un travail de longue haleine. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à s'y retrouver financièrement, ça peut vite, on peut vite dérailler. Et, voilà. Enfin, mais le maraîchage, c'est extrêmement technique et du coup. Si on n'est pas très méticuleux, très rigoureux, ça devient vraiment compliqué, quoi. Voilà. Je sais pas sur le maraîchage. Alors, pas pour le moment en fait, parce que j'ai pas assez de production. Comme je vous le dis, c'est très compliqué. Alors, je cultive sur 1 hectare de maraîchage. Donc en plus, c'est une petite surface, hein, c'est pas grand. Mais pour une personne, c'est bien assez. J'ai essayé de travailler un peu avec l'école de Saint-Just-le-Martel. Mais voilà, c'est moi qui n'arrive pas à suivre au niveau production et pour ma commercialisation et, voilà, et pour pouvoir fournir une partie à l'école. Oui, moi je voulais dire, en parlant de cantine, je ne sais pas très bien comment ça marche, mais il y a déjà des cantines qui mangent, enfin qui se fournissent un peu en bio, notamment par l'intermédiaire de quelque chose qui s'appelle le manger bio. Alors je ne sais pas si vous pouvez expliquer, je sais que ça existe, mais bon, c'est déjà quelque chose qui fonctionne. Je ne sais pas si... Non, mais actuellement, là, la Chambre d'agriculture essaie de travailler avec le Conseil général pour l'approvisionnement des cantines, mais c'est très compliqué parce que les cuisines ne sont plus équipées, il n'y a plus de cuisiniers, il y a énormément de problèmes à régler. Et puis il faut qu'on soit capable de fournir aujourd'hui. Ce qu'on vous dit en maraîchage on n'a pas assez de producteurs, on n'a pas assez de produits. Si demain, toutes les cantines du département nous demandent de les fournir, on n'est pas capable. Voilà. Et il faut être réaliste. Aujourd'hui, vous disiez, madame, il faut leur garantir un revenu. Moi, vous pouvez installer 10 maraîchers, mais sans parler du bio, en conventionnel dans la ceinture de Limoges, et je vous promets, ils auront les débouchés. Même les grandes surfaces vont aller se mettre à genoux devant eux pour leur acheter leurs salades, puisqu'elles seront produites localement. Ils n'auront pas de frais de transport. Enfin, voilà, et ils rentreront dans les nouveaux cahiers des charges. Le problème, c'est d'installer des jeunes et après, tout va se mettre en place. Hein. Julien, il a trouvé la solution et il fait travailler les gens à sa place pour ramasser les légumes. Oui, Après, c'était juste sur la cueillette. Oui, les gens viennent ramasser, puis après, c'est vrai qu'en contrepartie, du coup, il y a un tarif aussi préférentiel, puisqu'ils participent justement. Donc voilà, ce qui est un peu et qui varie, ça peut aller de 20 à 40% de différence, voilà, par rapport à un produit que je pourrais moi récolter. C'est aussi une réponse pour ceux qui veulent aussi trouver des tarifs plus proches de ceux plus intéressants. Oui, je voudrais intervenir à nouveau parce que je trouve que le débat est bien pessimiste et je voudrais vous donner un exemple qui n'est pas pessimiste et qui se produit tout près d'ici en plus, rue de la Soif, où depuis 1 an, il y a des jeunes maraîchers qui viennent toutes les semaines, le mercredi, apporter leurs légumes. Ça marche du tonnerre, c'est bio. Ils seront bientôt à 45 paniers.
Voilà. Voilà un exemple de choses qui se passent sur le territoire qu'on ne sait pas forcément, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais qui font que l'avenir est, pour moi, très prometteur. Voilà ce que je pense. C'est bien de le rappeler, mais c'est vrai que si on est là aussi ce soir, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives et de plus en plus de circuits qui s'ouvrent ces dernières années. Et donc évidemment, il faut rappeler qu'on va plutôt vers un retour à ces valeurs-là et à ces circuits-là, bien sûr. Oui, en tant que consommateur, je voulais aborder un produit. On a parlé des bons produits, hein, délicieux, de la viande jusqu'au miel en passant par le vin. Et alors, je suis très naïf, et moi je dis que j'aime bien aussi le poisson. Et bon, je relève là par exemple, il y a une ferme qui fait gîte de pêche. Je suis absolument pas pêcheur, mais j'aime bien le poisson. À Caen, par exemple, des agriculteurs qui ont des pêcheries et qui vendront donc aux consommateurs directement du poisson. Voilà. Ça n'apparaissait pas dans le nombre des produits. Alors, encore une bonne nouvelle. Il y a des piscicultures, donc il y en a une à Coussac-Bonneval en particulier, et il y a un autre pisciculteur qui est installé à Borez, donc en limite Corrèze-Dordogne, et qui commercialise entre autres ses produits dans la plupart des magasins de vente directe de Limoges, qui sont essentiellement des truites sous toutes les formes et qui sont des produits vraiment de première qualité. Ah ben, merci. Attendez, on n'entend pas, donc je vous donne... Donc, pour vous, les producteurs qui ont connu une reconversion dans le bio, est-ce que vous voyez vraiment une nette amélioration dans le produit? Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre un produit bio et pas bio, au niveau du goût et des saveurs? Moi, j'ai pas fait de reconversion en bio. Je me suis installé en 2008. J'étais pas certifié jusqu'à 2011, mais je cultivais quand même en bio. Après, peut-être... Enfin, moi, au niveau goût, je les trouve excellents, mes légumes, mais... après, je pense que c'est un légume qui est quand même relativement moins poussé, qui va peut-être mettre un peu plus de temps et qui prend le temps de prendre certains arômes, certaines saveurs qu'on retrouve après à la fin, quoi. Donc, les motivations pour ceux qui se sont reconvertis n'étaient pas seulement économiques. Quelles étaient vos autres motivations? Pour ce qui concerne notre ferme, donc c'est plutôt mon frère qui s'occupe de la partie arboriculture, mais sur la notion de qualité, en fait, c'est compliqué parce que généralement, dans le cadre de la conversion, on n'utilise plus les mêmes variétés de pommes qu'en culture conventionnelle. En arboriculture conventionnelle, et en particulier en Limousin, on a beaucoup utilisé la pomme golden, qui est justement la pomme qui bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée. Et quand on va vers l'arboriculture biologique, avec de la golden, c'est extrêmement compliqué. Donc on évolue vers des pommes qui sont plus résistantes aux maladies et qui sont des variétés nouvelles ou très anciennes, mais aujourd'hui des variétés nouvelles qui ont aussi des résistances aux maladies intéressantes. Et du coup, évidemment, on n'a pas ce sont d'autres variétés avec d'autres qualités gustatives et organoleptiques. Alors est-ce que c'est dû au bio ou au pas bio? J'en sais rien. C'est surtout dû à la différence variétale. Après, il y a un certain nombre d'études qui tendent à montrer que les différences de goût et de saveur, voire de composition, alors selon, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire selon qui finance ces études, les réponses sont un peu différentes, mais c'est pas aussi. Non, mais c'est pas aussi. Pardon? Non, mais c'est pas une réponse non plus. Donc c'est pas aussi nettement marqué. Et les différences qu'on peut observer, c'est pas forcément dû
au fait que ça soit bio ou pas. Mais c'est ce que ça va impliquer derrière en termes de conservation des produits, par exemple, d'utilisation aussi, qui ne vont pas être les mêmes. On ne va pas retrouver ces produits sur des circuits très longs, sur des circuits industriels. Donc du coup, c'est des produits auxquels on va faire plus attention, etc., etc. Donc ça induit un comportement, enfin une relation différente avec le produit. Donc effectivement, on peut avoir une différence. Mais je crois qu'Henri a des choses à dire. Oui, je crois que quand on passe en bio, on a une démarche, enfin pour ma part, je suis peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, un cas particulier, mais ce n'est pas uniquement une démarche économique. Je crois que c'est une philosophie. C'est une philosophie et dans la vie, il faut qu'on mette en place les idées qu'on a. Et parce que moi, je connais des collègues bio qui cultivent bio, mais qui désherbent les abords de leur exploitation. Et donc, non, je crois que c'est une démarche et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et on n'est pas uniquement agriculteur pour produire. Je crois qu'il y a une qualité de vie. Moi, si j'ai fait le choix de revenir à la terre, c'est pour vivre à la campagne, avoir une qualité de vie que je n'aurais sûrement pas eu en ville. Et donc, aujourd'hui, j'ai la satisfaction de produire de la viande. Et puisque je n'ai pas précisé, je livre à domicile. Et j'ai plaisir à discuter avec les gens et les retours que j'ai en me disant eh bien, mes enfants ne veulent plus manger que de ta viande parce qu'elle est meilleure que celle que j'achète à la boucherie. Quand un monsieur âgé, moi je suis âgé aussi, me dit mais j'ai retrouvé le goût de la viande que ma mère achetait à la boucherie dans les années 40 ou 50. Et ça, c'est une satisfaction personnelle et on se dit, ben voilà, je suis passé en bio et j'ai bien fait parce que je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Et quand on parlait tout à l'heure des maraîchers et tout ça, je crois qu'il faut qu'il y ait un climat de confiance qui s'établisse entre les producteurs et les consommateurs. Et ça, effectivement, c'est assez long. Ça sera long. Mais je crois qu'on est dans la bonne voie. Et monsieur disait, oui, les maraîchers qui viennent vendre rue de la Soif. Mais je crois que quand ce climat de confiance se sera établi, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas de l'avant encore plus. Bon, je voudrais répondre là sur la question justement des produits. Est-ce que les produits bio sont meilleurs que les produits non bio? Je ne vois pas pourquoi. Par contre, ils sont plus sains. Et ça, c'est le gros avantage de la culture bio. C'est que comme vous ne mettez pas de pesticides, les pesticides, c'est quand même, bon, c'est pour tuer les parasites, les champignons, les herbes, etc. Et les hommes. Oui, d'accord, mais après, donc je veux dire que tout compte fait, un produit bio ne peut être que plus sain. Alors les gens ils disent oui, mais les gens qui désherbent à côté, bon, ce n'est quand même pas en plein, s'il y a quelques petites molécules qui passent, ce n'est quand même pas très grave. Alors il y a des choses quand même que les gens, il y a beaucoup de choses qui sont, dans ma vie professionnelle, j'ai donc fait des dosages de légumes. À un moment, il y avait eu en Corrèze une marque d'aliments pour bébés qui voulait faire des carottes. Ça s'était fait surtout dans la région de Châteauneuf-la-Forêt. Alors il y avait des gens qui étaient en bio et des gens qui étaient en non bio. Et des gens pensaient qu'on ne trouverait pas des nitrates dans les carottes. Alors là, je tiens à vous rassurer parce que tout d'abord, pour les nitrates, vous savez, beaucoup de gens disent les nitrates c'est mauvais, etc. Alors que tout compte fait, eh bien, je viens de voir une étude américaine la semaine dernière, et d'ailleurs c'était ma position aussi. Lorsque vous avez, je crois qu'il y a un grand lobby de l'eau qui nous fait acheter de l'eau minérale parce que soi-disant les nitrates qui sont dans l'eau seraient nocifs. Alors j'ai un ami là qui vient de prendre sa retraite au CHU et en pédiatrie parce qu'on disait que justement que les nitrates étaient vraiment nocifs chez les jeunes enfants parce qu'il y avait la
d'hémoglobine. Et il m'a dit, j'ai vu ça pendant toute une carrière hospitalière, 2 fois seulement dans ma vie. Alors je tiens à rassurer sur les nitrates, parce que c'est souvent une chose que l'on met en opposition entre les deux agricultures. Eh bien, sachez que lorsque vous mangez 100 grammes de radis, vous mangez 4 grammes de nitrate, ce qui est loin d'être... Il faudrait que vous avaliez 10 litres d'eau pour faire la même chose. Et c'est ça, donc je pense que opposer la bio, moi je trouve que c'est très très bien, hein, l'agriculture bio, ça je ne vais pas dire le contraire, mais l'opposer quelquefois en disant que les autres produits, parce qu'il y a d'autres producteurs en Limousin qui vendent aussi leurs légumes, et je ne voudrais pas qu'on les oppose. Non, mais je crois qu'il ne faut pas justement opposer l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. Non, je pense que chacun a sa place. Mais en agriculture biologique, on est là pour démontrer qu'il y a d'autres solutions que la solution avec les herbicides et les engrais chimiques. Il y a, avec les rotations de cultures et tout ça, l'année dernière, on a eu une année en céréales où, je ne sais pas si mes collègues peuvent le confirmer, où il y avait beaucoup d'herbes dans les céréales, puisque on a eu une année très pluvieuse et les désherbants n'ont pas été efficaces. Et au moment de la moisson, les céréales étaient pleines d'herbes. Et moi, avec mes rotations sur prairie, j'ai eu des céréales impeccables, sans désherbant et sans traitement. Donc je crois qu'on peut produire autrement et il faut le prouver, et sans opposer les deux agricultures. Mais maintenant, je crois qu'il y a des gens qui demandent des produits sains. Je pense qu'on peut les leur fournir. Mais je pense que vous allez leur fournir ces produits sains. Bon, votre chance, c'est que vous êtes justement en polyculture élevage. Donc, c'est la condition nécessaire pour pouvoir faire de la bio. Par contre, en grande culture, c'est une autre affaire. Hein. Oui, évidemment. C'est sûr que les céréaliers, ça va être plus difficile. Alors, je pense qu'il pourrait y avoir des questions jusqu'à tard ce soir. On vous invite à peut-être continuer, pour ceux qui le souhaitent, autour d'un verre, alors qui vient de Verneuil, puisque quand même c'était l'occasion de mettre à l'honneur nos invités. Et puis on dégustera aussi des petites charcuteries et fromages locaux. Voilà, donc on vous invite tout de suite à continuer.